si vous voulez. Et comme j'étais dans un hôpital russe, avec des petites doctoresses que je trouvais mignonnes, vous savez, bon, c'était quand même du renouveau pour nous. Hein. Alors, bon, vous voyez, j'essayais d'apprendre le russe. Bon, il fallait bien arriver à... par exemple, hier, c'était une lochka, je me souviens encore, bon, il y a des mots comme ça, j'en avais plusieurs des feuilles. Je ne m'étais pas arrêté là, mais enfin bon. Et il y a autre chose, alors, c'est que, et, entre-temps, alors là, c'était encore des témoignages, là, ben, entre-temps, j'ai écrit ça, autrement dit, ce sont des faits que je raconte de mémoire. Alors, c'est plus juste que ce que je pourrais vous dire maintenant. Parce que là, c'était dès ma libération. Il y a des dates dessus, voyez-vous, le 7 mai. Mais ça ne s'est pas passé le 7 mai, ça. Oui, c'est moi qui l'ai écrit le 7 mai. C'est mon souvenir. Donc, il y en a quelques-uns comme ça. Ah, et puis, bon, arrive quand même le moment de la libération. Vous voyez, bon, ce sont quelques faits. Je ne sais pas si je vous en ai parlé. Bon, enfin, il y a l'évacuation. L'évacuation, c'est surtout là-dessus qu'ils en parlent. Mais en fait, ce n'est pas la mienne, si vous voulez. La dernière fois, vous nous avez raconté que vous étiez très malade et du coup, les plus valides étaient partis et vous étiez resté à Ravensbrück. Voilà. Alors ça, c'est la libération de Ravensbrück. Voilà. Donc, je ne sais pas si ils en parlent, s'ils doivent en parler, si, parce qu'ils parlent du Cap Arcona, le bateau qui a été coulé. Hein? Alors, moi, je m'arrête, je suis en train de chercher. Bon, ça, on pourra reprendre en détail, si vous voulez, après. Enfin, c'est pour vous dire à quoi je raccroche mes souvenirs. Et là, le 13 juin, alors, on est déjà au 13 juin, alors voilà. Et ben, Taki, ça c'est un ami, et Fernand, ce sont deux amis, parce que, oui, là, je parle de Madame Marie-Claude Vaillant-Couturier. Je vous ai dit qui c'était, la femme d'un député. Non. Qui était à Ravensbrück. Bon, alors, voilà, alors, quelques détails sur une terrible étude qui me tombe sur les reins. Je n'ai pas eu le temps de dire laquelle, parce que, bon, elle s'est évanouie. Oui, ouais, elle s'est évanouie parce que, voyez-vous, les deux amis qui sont partis, enfin, Madame Vaillant-Couturier qui était, je ne sais pas si elle parlait le russe, mais enfin, elle était très amie avec les Russes du fait de sa position politique, d'accord. Donc elle nous a beaucoup aidés. Elle a pris des noms à un moment, enfin j'en parle là-dedans, elle a pris des noms pour prévoir le rapatriement. Et puis bon, ben voilà, bon, c'est les derniers moments là, mais enfin moi j'ai été inquiet parce que les copains sont partis. Et je me souviens quand même d'une chose, c'est que c'est la Croix-Rouge française qui leur dit non, les typhus ne partent pas. Ils sont en quarantaine. Oh, en quarantaine, vous vous rendez compte, vous voyez les copains qui partaient, il y avait déjà 2 mois, presque 2 mois, vous voyez, libéré le 28, et là on est arrivé le 19 juin. Et on parle dans 10 minutes, bon alors voilà. Et le 22 juin, c'est le transfert des Russes vers la partie de l'Allemagne occupée, à ce moment-là on est arrivé à Lübeck chez les Anglais. Et à Lübeck, c'est là qu'avait eu lieu le drame des bateaux qui ont écoulé. Ça fait qu'environ 70 000 déportés noyés. Bon, voilà en gros que je voulais vous dire aujourd'hui en arrivant. Alors, je vous prête tout ça si vous voulez. Avec plaisir. Évidemment, je vous dirais que pour ça, c'est un trésor. J'en pense pas. Je vous en prie. Vous essayerez de lire parce qu'il y a beaucoup. C'est du crayon qui est effacé à moitié. Non, mais je vais le lire. Et par la suite, bon, vous pourrez peut-être me poser toutes les questions que vous voudrez. Justement, c'est bien parce que vous avez les... Enfin là, vous l'avez écrit à l'époque, donc voilà. On y perçoit les sentiments. C'est pourquoi oui, exactement. Voilà, vous verrez comment... Enfin, oui, que je repense à... C'est très bien. À mes parents, hein, et puis ma petite fiancée, en particulier. Parce que vous aviez été fiancé et vous l'avez peu évoqué. Non, parce que enfin, là, à ma libération, évidemment, on revoit les bonnes choses. Hein. Bon, ça c'est mes premiers mots. C'est quand j'ai la première résurrection, si vous voulez. Mais il y a un moment, là, au Gabi. Là. Alors c'est là, si vous pouvez lire, parce que moi j'ai du mal de lire. Hein. Oh maman, Gabi, pour nous, je veux reprendre la forme d'un être humain.
ses joues denses, ses os saillants, Taillon. ce teint de mort. Je ne veux pas le ramener devant vous. C'est lisible, mais enfin, il faut s'y prendre le fou. Ouais, je serai exilée. Oui, ben, marqué, bon, j'ai pensé un peu le retranscrire plus lisiblement. Non, mais enfin, je vous aime trop pour cela. Vous ne voulez pas vous exhiber tel un squelette. Ben voilà. Pour vous dire qu'on n'était pas gras. Non, bah oui. Vous faisiez 40 kilos, c'est ça? Un mois après. Un mois après. Oui, un mois après la libération. Oui, donc 35. Ah oui, au début juin, par là, parce que j'avais déjà été. Enfin, je parle un petit peu quand vous gavez, un petit peu quand vous donnez à manger. Mais vous voyez, on voit les choses 60 ans après. Et oui, les choses se sont estompées. Et puis à force de. Ça revient. Voilà, comme on a des entretiens qui sont assez courts, on finit par sélectionner des faits et que. Je ne dis pas qu'on transporte, c'est pas ça, mais c'est surtout les dates qu'on échelonne mal. Alors, oui, moi je suis vraiment trompé, c'est surtout pour mon arrestation. Non, mais c'est pas... Et j'en parle là parce que justement je parle de ma fiancée. Où on s'est fait des promesses, alors je lui dis, je rappelle qu'on s'était fait des promesses le 10 avril et que j'étais arrêté le 15. C'est ce qui me fait dire maintenant que oui, c'était pas le cas, je me suis trompé. Oui. Bon, enfin voilà, si vous voulez, ce que je écris sur le vif à ce moment-là. Donc je relate quelques faits. Je vais peut-être en parler maintenant. Oui. Donc je m'étais arrêté en vous disant qu'on était transféré du camp de Wattenstedt au camp de Ravensbrück. Et évidemment, c'était en convoi, chemin de fer, dans des wagons. Enfin, moi, j'ai été dans un wagon Tombreau. Je crois que là aussi, je crois que le camarade qui raconte son déménagement et dit bien que c'était dans des wagons Tombreau. Des wagons Tombreau, et c'est des wagons sans toit. C'est pour transporter le charbon, les gravats, les cailloux, tout ce que l'on veut. Et donc, on était là-dedans, mais ça va être des wagons sans toit. On ne pouvait pas se sauver parce qu'on n'était pas capable. Et dans mon wagon, nous sommes partis à 60 dans le wagon pour Ravensbrück. Nous avons mis 4 jours. Là-dedans, il y a un camarade qui dit que dans son transport, lui, ils ont mis 12 jours. Ça ne m'étonne pas parce que les premiers convois se dirigeaient vers Neuengamme, vers Hambourg. Alors, je sais que nous avions déjà entendu aussi les coups de canon, hein, parce que la libération, les Alliés s'approchaient, mais à mesure qu'ils s'approchaient, on nous reculait. Et eux, ils sont partis vers Hambourg, ils n'y sont pas arrivés. Alors, ils ont navigué pendant une dizaine de jours. Et je crois qu'ils n'ont pas eu beaucoup à manger. Ben, vous verrez un petit peu. Je vais le lire. Je vais vous donner un feuillet partout où j'ai vu Wattenstedt. Voilà. Parce que les autres, il y a 80 commandos, environ 80, je crois, c'est ce qu'ils disent là. Il y a, tous les camarades ont raconté chacun un petit épisode. Travail en usine de munitions, commando de Wattenstedt. Oui. Septembre 1944. Oui, alors, je raconte un épisode, un ou deux épisodes justement de mon travail, après coup, parce qu'entre-temps, j'ai écrit au jour le jour ce qui se passait. Bon, j'ai eu le temps de réfléchir un petit peu et puis de rappeler. J'avais l'intention aussi de rappeler pas mal de faits. Bon, ça s'est arrêté quand j'ai été transféré du côté des Alliés, par les Russes, autrement dit. Le 22 juin, où je suis arrivé à Lübeck. Là, quelques jours après aussi, enfin, au maximum, dans la semaine qui a suivi, au maximum, je suis rentré en France, en avion, et à l'hôtel Lutetia. D'accord. Vous êtes resté combien de temps à l'hôpital L'hôpital russe? Oui. Écoutez, de toute façon, nous avons toujours été soignés dès le départ par les Russes. C'était géré par les Russes. Alors, je vois que dans les dates que je cite, j'ai été peut-être pas tout à fait un mois dans l'hôpital même, parce qu'à ce moment-là, d'ailleurs, oui, j'ai entendu parler de typhus. Je ne savais pas ce que c'était, mais j'ai compris après. Bon, il y a un moment où je dis d'ailleurs, j'ai une fièvre 39, 40 par là, et puis ça tourne mal. Comme nous aurait dit Madame Métra, elle était dans le coma. Elle était dans le coma. Oui, mais je pense que c'était comme moi, d'un coma,
bon, un peu conscient quand même, enfin, moi c'est le cas. Donc ce qui m'a permis quand même d'écrire un petit peu dans les moments de lucidité, puis enfin, on est rapidement quand même revenu à une meilleure santé, une meilleure lucidité. Bon, donc, donc, alors, dans les petits événements que je raconte, parlant du travail, je vais vous expliquer que je travaillais à une presse, oui, une presse, dans des ateliers, on appelait ça des chides, je ne sais pas si c'était le mot allemand ou quoi, mais enfin, le chid était composé de fours, de presse, et puis de machines de tours en particulier pour usiner les obus ou les bombes. Et bon, moi, on avait demandé un moment un mécanicien, bon, je m'étais précipité comme mécanicien. Évidemment, c'était une diversion parce que c'était moins fatigant et moins dur que de porter les lopins sous la presse. Je raconte justement dans mes petites histoires là que, en réparant une presse, je parle de boulons où il fallait descendre dans une fosse, et il y a un capot qui trouve, parce que j'avais 4 gros boulons dans des vis de 60 mm de diamètre, vous voyez, pas des petits boulons, qu'on m'a donné une grosse clé, puis comme j'étais pas fort, j'ai pu en dévisser 3, mais le 4e, je n'y arrivais pas. Pardon. Alors le capot est descendu sur l'échelle dans le bas de laquelle j'étais, moi, dans la fosse, excusez-moi, et à coup de pied, m'a fait redescendre dans le fond de la fosse où il y avait de la vase, mais enfin bon, là, il y avait, enfin, j'étais tout noir, c'était l'aspect du conduit, mais on avait chaud, c'était pas gras. L'eau lavait. Donc, comme de ces machines, il y avait toujours de l'eau qui dégoulinait partout, j'ai qu'à attendre que la douche me lave. Bon, j'ai pu défaire le boulon, le capot était satisfait, c'était bien, mais alors, ouais, je ne vous aurais pas dit de mémoire combien de temps après, mais environ 4-5 jours après, le maïster, c'est-à-dire le contremaître, m'a appelé. Enfin, je raconte cette petite histoire là. Il m'a appelé au bureau. Bon, qu'est-ce qui se passe? Comme j'étais mécanicien, enfin, d'occasion évidemment, je pensais que c'était une histoire de mécanique, ben oui. Alors, il y a un interprète qui m'a expliqué que sheet, je crois que c'est 9. Bon, c'est une chose que, ben, je le dis là tout, dans le sheet 9, ben, j'ai travaillé et fait des réparations. Puis bon, il me raconte je ne sais pas trop quoi, comme il parle le français mieux que moi j'aurais parlé l'allemand. Bon. Donc, puis je finis par comprendre. D'ailleurs, il y en a, enfin, on avait un contremaître qu'on appelait le chapeau. Il était toujours avec un chapeau. Et puis, ou l'homme en vert, enfin, bon, il y a des sobriquets qu'on leur donnait. Et bon, ils discutent entre eux, et puis là, ils ont l'air d'être d'accord. Ben, je ne comprends pas très bien tout de suite, mais j'ai vite compris. On m'a fait me mettre à plat ventre sur un tabouret, et j'ai refait encore une fois connaissance avec le fut 25, c'est-à-dire 25 coups de slag. Bon, j'ai compris, avec mon fut 25, j'ai compris ce qui se passait, mais enfin bon. Et vous voyez un petit peu le cas que c'était. Ils avaient besoin comme ça de faire des exemples pour inciter. Ouais, bon, il y a ce cas. Mais enfin, je voulais parler aussi que dans le camp à Wattenstedt, il y avait un bloc qui était une cabane de repos. Et dans cette cabane de repos, quand il y en avait suffisamment pour faire un camion, qu'on les ramenait à Neuengamme, au camp de base. Alors moi, je ne sais pas si j'en parle, mais enfin, de toute façon, j'ai aperçu justement, parce que dans le livre que je viens de vous donner, il y a des histoires de femmes qui étaient. Oui, j'ai vu. Voilà. Et il y a une femme qui dit que ses camarades, qui justement sont fait porter malade en quelque sorte, eh bien, ont cru bien faire, mais hélas, je ne sais pas si elle dit précisément, mais enfin, elles sont sans être repenties, mais enfin, elles sont arrivées à Neuengamme. Elles sont arrivées à Neuengamme pour passer. Elles sont arrivées à Neuengamme pour passer dans cette fameuse salle de soins qui était la chambre à gaz. Donc c'était les soins qu'ils avaient. Là, vous verrez un petit peu ce qui se passait à Neuengamme.
Alors, dans ce revire-là, bon, il y avait quand même des gens qui étaient blessés surtout. Alors les blessés, bon, ils étaient soignés par les gens qui étaient là. Alors c'était souvent des gens qui se déclaraient infirmiers, ils étaient peut-être moins infirmiers que moi je me suis déclaré mécanicien, mais enfin c'était des bénévoles. Alors il y a un camarade, je crois qu'il me rappelle bien, je crois que c'est un abbé, d'ailleurs je ne me souviens plus de son nom, je crois que c'est Carlotti finalement qui s'appelait, c'était un témoignage de cet abbé dans une lettre qu'il a écrite aux parents d'un camarade justement qui s'était fait écraser la main dans une presse. Alors je ne l'ai pas vu puisque je me base uniquement sur ce qui a été dit là, mais j'ai eu un cas un peu semblable si vous voulez. Lui, il est soigné par un infirmier qui n'a pas de matériel parce qu'on n'a aucun produit désinfectant. La seule chose qu'on a un peu trouvée, c'était du soufre, de la fleur de soufre. Et alors, pour mon compte, moi j'ai assisté à une amputation. Un gars qui était fait écraser la jambe, je ne sais pas comment. Enfin, il avait la jambe au bouilli qui partait de tous les côtés. Et il se trouvait qu'il y avait, à ce moment-là, au revire justement, c'était à l'époque où déjà les bombardements avaient déjà eu lieu. Donc, on n'allait plus travailler la nuit. D'ailleurs, j'ai aussi une correction d'horaire à ce moment-là. Bon, donc, il y a ce gars qui était arrivé, il avait la jambe littéralement écrabouillée, je ne sais pas si c'était un bombardement ou quoi. Il y avait ce docteur polonais qui était là, il dit oui, comment on allait faire. Il cherchait même un couteau pour pouvoir couper tout ce qui était mort, mais il n'y avait pas que le couteau, il y avait l'os aussi. Alors bon, on s'est arrangé entre nous. Les uns ont commencé à couper des bandes de papier dans les sacs. On les a quand même fait bouillir dans de l'eau parce que c'est du papier quand même qui était assez compact, qui se liquéfiait pas. Oui. Comme c'était pour des protections de sacs de ciment, c'était en même temps protégé de l'eau. Donc ça, et puis bon, moi j'avais la possibilité, comme j'étais annoncé en tant que mécanicien, et bien vous savez, le contrôle de ce qu'on faisait n'était pas bon, alors de toute façon, bon, je dis je vais aller à l'usine et puis je tâcherai de trouver du matériel. Donc j'ai trouvé une scie à métaux, quelques comment je dirais, des morceaux de buis qu'on coupait, qui étaient trop longs dans l'emboutissage, on coupait ça faisait un cercle qu'on pouvait ouvrir, forger et faire des couteaux. Donc j'ai fait au moins un couteau qu'on a bien voulu appeler bistouri, et puis je me suis ramené avec ma scie à métaux. Et alors ce pauvre gars qui avait la jambe écrabouillée, il a été allongé sur 2 bancs qui étaient mis côte à côte, 4 gars qui le tenaient, 2 aux épaules, 2 aux jambes, et puis le brave docteur, il a commencé son travail à couper tout ce qui était écrasé et pourri, scier l'os un petit peu en dessous du genou avec la scie à métaux, toujours sans désinfection. Et sans calmant? Comment? Sans rien? Alors, non, le calmant, c'était les 4 gars qui le tenaient. Je ne me rappelle pas qu'il ait beaucoup crié. Non, ça il était moitié estourbi, le pauvre. Hein. Bon, enfin, bref, il a tenu le coup. Puis alors après, on l'a recousu. Enfin, le docteur l'a recousu. Une aiguille, je ne sais pas d'où elle venait. Mais avec le fil, c'était de la ficelle qui avait été prélevée parce que les sacs de ciment étaient cousus. Vous voyez, des fois, il y a des sacs d'engrais ou des choses comme ça qui sont cousus. Donc, c'est de la ficelle qui était pris là-dedans, qu'on a fait bouillir, avec le papier. Et puis, il a recousu ce qu'il y avait comme chair avec de la peau. Et bon, ça, c'était quand même très peu avant la libération, parce que ce gars, je l'ai revu, moi, pas à l'hôpital où on était, il y avait d'autres blocs, disons, nous, on était au typhus, mais il y avait d'autres blocs de blessés. Alors, je l'ai revu avec la jambe coupée au-dessus du genou. Il a survécu? Et il a survécu. Oh là là. Donc, son opération a eu lieu, d'ailleurs, un peu avant la libération, pour une bonne raison, c'est que avant on n'aurait pas pu faire ça, on était trop surveillés, tandis que là c'était la débâcle.
Par contre, le gars qui a eu la main écrasée, je crois que, oui, j'ai pas eu le temps de relire beaucoup ces témoignages, mais enfin, l'abbé qui écrit à tes parents, je crois qu'il dit qu'il est mort 15 jours après. Bon, ça c'était des cas, des grosses réparations. Mais il y en avait quand même constamment. Vous avez des gens qui étaient plus ou moins vressés, une coupure à ceci, à cela. Bon, ben, on essaye de soigner comme ça. J'avais ramené aussi un moment de la pommade que je faisais avec de l'oxyde de zinc qui était produit pour faire de la peinture à l'usine, mais en y mélangeant avec l'oxyde de zinc qui était un produit de base, nous on y mélangeait avec du soufre, ça nous servait un peu de pommade de désinfectant. Voilà, en gros, comment va se passer la libération. Enfin, pour moi, ça a pu une attente du 28 avril au 22